Dans la nuit des temps, bien avant les pyramides et les temples spectaculaires, le roi Narmer fonde la première dynastie de l'histoire pharaonique. Pendant plus de 3000 ans, 345 pharaons se succéderont au pouvoir jusqu'à la chute inévitable de l'Égypte antique. Certains rois deviendront de véritables icônes pendant des millénaires. Parmi eux, Cléopâtre et Ramsès III, deux souverains aux trajectoires similaires. Entre légende et réalité historique, que cache vraiment le règne de Cléopâtre? Cléopâtre, on peut dire que c'est un cocktail explosif de politique et d'érotisme. Personne, aucun homme, aucune femme à l'époque ne pouvait rivaliser avec son intelligence politique. Pourquoi la dernière reine d'Égypte, promise à un avenir radieux, s'est-elle éteinte si jeune? Elle se fait mordre par un serpent caché dans un panier de figues. Séparés par près de 1200 ans d'histoire, les deux pharaons sont unis par leur destin tragique. Ramsès III est un grand souverain, mais malheureusement, il a très mal fini. Comment Ramsès III va-t-il affronter la première grande grève de l'histoire de l'humanité? Quel complot va être fomenté dans son dos pour tenter de l'assassiner? Il avait plusieurs femmes et beaucoup d'enfants. Et bien sûr, chaque femme voulait que son enfant soit l'héritier du trône. Grâce aux meilleurs experts internationaux et à des accès exceptionnels, nous allons vous raconter la véritable histoire de deux grands pharaons d'Égypte morts dans l'exercice de leurs fonctions. Ramsès III a marqué l'histoire de l'Égypte en retardant son effondrement final parce qu'il a pris des décisions judicieuses. Cléopâtre est devenue non seulement un mythe, mais une icône. Voici les derniers secrets des trajectoires uniques de Cléopâtre, puis de Ramsès III. Deux pharaons dont la vie a transformé le monde et changé le cours de l'histoire. Alexandrie. Sous les rues de la ville moderne se trouvent les vestiges d'une cité disparue. Il y a 2000 ans, ce port méditerranéen était la capitale des derniers pharaons d'Égypte. Alexandrie était l'une des plus belles villes du monde antique. Les visiteurs y venaient, puis ils racontaient sa grandeur et sa beauté. Il y avait de nombreux bâtiments splendides, dont la bibliothèque d'Alexandrie, le grand phare d'Alexandrie, ainsi que d'autres temples et des palais magnifiques construits à l'époque. C'est dans ce décor grandiose que va se jouer l'un des événements les plus tragiques de l'histoire. La chute de la plus grande civilisation de l'Antiquité et ses 3000 ans de règne hors du commun. Cette terrible fin des pharaons est associée à son dernier dirigeant, la plus célèbre reine d'Égypte, Cléopâtre. Cléopâtre est une femme qui a marqué l'histoire. Personne, aucun homme, aucune femme à l'époque ne pouvait rivaliser avec son intelligence politique, son savoir-faire ou même sa capacité à faire passer ses idées. Malheureusement, nous disposons de très peu de sources sur Cléopâtre rédigées par les Égyptiens. La façon dont elle était perçue par les Égyptiens, la manière dont elle gouvernait l'Égypte, voilà l'un des grands mystères de l'archéologie. Cette reine pharaon a gouverné le pays des pyramides pendant près de 21 ans. 21 ans au cours desquels elle a surmonté de nombreux obstacles qui vont faire d'elle une stratège redoutable et une femme puissante. Mais comment expliquer qu'une telle souveraine n'ait pu empêcher le déclin de la civilisation pharaonique? Entre mythe et réalité, qui était Cléopâtre? C'est une femme qui a réellement exercé le pouvoir politique dans un monde qui est en général dominé par les hommes. Donc c'est une exception. Et puis, il y a aussi toute une série d'éléments sulfureux qu'on associe à Cléopâtre. Le sexe, des excès en tout genre. Donc Cléopâtre, on peut dire que c'est un cocktail explosif de politique et d'érotisme. Nous aimons les scandales, les ragots, les intrigues politiques, le sexe, les drames. Et Cléopâtre réunit tout ça en une seule histoire. Le fait qu'elle soit si énigmatique incite les gens à vouloir en savoir encore plus. Pour comprendre comment Cléopâtre s'est retrouvée dans ce moment aussi symbolique de la grande histoire,
Il faut remonter le temps et nous rendre là où tout a commencé pour elle. Nous sommes en 69 avant notre ère à Alexandrie. La jeune Cléopâtre naît dans les palais fastueux de la capitale antique. Elle est issue d'une longue lignée de pharaons d'origine macédonienne, la 33e et dernière des dynasties égyptiennes, celle dite des Ptolémées. La famille des Ptolémées descend directement du général Ptolémée, le diadoque qui accompagnait Alexandre le Grand, Ptolémée Ier du nom, qui avait fait en sorte qu'Alexandrie devienne la nouvelle capitale de l'Égypte pharaonique. La dynastie des Ptolémées est particulière dans l'histoire de l'Égypte. Elle pratiquait de nombreuses coutumes grecques, parlait le grec, mais reprenait également de nombreux aspects de la religion et de la culture égyptienne. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, la situation devait donc être étrange, car d'un côté, ils avaient des dirigeants étrangers qui n'avaient pas de liens étroits avec eux, et d'un autre côté, leur religion et leur culture étaient préservées, du moins au niveau local. À l'époque de Cléopâtre, la terre d'Égypte n'est plus du tout celle qu'elle était 3 siècles plus tôt, lors du règne du premier Ptolémée. Le royaume a perdu son indépendance et est devenu un protectorat romain. L'Égypte disposait des ressources agricoles dont Rome avait désespérément besoin. Elle occupait également une position stratégique dans les confins où s'étendait l'Empire romain. Sur le plan culturel et idéologique, le royaume ptolémaïque était également très important pour les Romains. L'Égypte était considérée comme une grande civilisation. Rome n'était pas encore devenue la bête colossale qu'elle deviendrait sous l'Empire. C'était la République à ce moment-là. Et Alexandrie était la capitale de la Méditerranée. Il était donc important de veiller à ce que les relations entre Rome et l'Égypte soient harmonieuses. Si l'Égypte pharaonique a perdu de son prestige, c'est en grande partie à cause du père de Cléopâtre, le pharaon Ptolémée XII. Bien qu'il soit très riche, c'est un roi faible sur le plan politique. Il a été chassé par un soulèvement de son peuple en 58 avant Jésus-Christ et il est ramené sur le trône par une intervention romaine contre son propre peuple. C'est vraiment la marionnette des Romains. Dans les catacombes d'Alexandrie, l'égyptologue Meredith Brandt arpente les différents niveaux creusés dans la roche à la recherche d'indices de l'héritage multiculturel de Cléopâtre. Elle remarque dans une chambre funéraire une illustration des influences macédoniennes et égyptiennes de la reine. C'est un exemple parfait de la religion de Cléopâtre. D'une part, il y a la croyance égyptienne dans l'au-delà, avec une momie, ainsi que les dieux de la vie après la mort. Et d'autre part, le bas du sarcophage est orné de motifs grecs. Il y a des guirlandes de fleurs et des visages de personnages grecs. Si on connaît bien l'héritage de son père et l'histoire de la dynastie à laquelle elle appartient, la vie de sa mère demeure une énigme. Aucun texte officiel ne parle d'elle. Ce qui n'empêche pas les spécialistes de faire des suppositions. Il est possible que la mère de Cléopâtre ait été Cléopâtre VI. C'était la sœur et l'épouse de Ptolémée XII. Mais Strabon, le géographe antique, nous dit que Cléopâtre n'était pas légitime. Et donc, il est possible que la mère de Cléopâtre ait été une concubine, peut-être égyptienne, de Ptolémée XII. Parce qu'on sait que les Ptolémées avaient de nombreuses concubines. Une chose est sûre, sa mère meurt en lui donnant la vie. Cléopâtre grandit au palais de son père à Alexandrie, l'une des villes les plus cosmopolites du bassin méditerranéen. C'est là qu'elle reçoit une brillante éducation avec les plus grands savants et intellectuels du monde antique.
Elle était une princesse d'Alexandrie. Elle a reçu une éducation dans tous les domaines du savoir alexandrin, et notamment l'art oratoire, l'art de la discussion et de la persuasion, les sciences, les mathématiques et la philosophie. En résumé, elle a suivi une éducation qui pourrait être comparable à celle d'Alexandre le Grand. C'est une femme qui est à l'évidence extrêmement intelligente et je me risquerais même à dire qu'aujourd'hui on pourrait la considérer comme une surdouée. Éduquée à la célèbre bibliothèque d'Alexandrie et dans les lieux de pouvoir du palais de son père Pharaon, elle voyage aussi énormément. Elle accompagne souvent Ptolémée XII à Rome, où elle côtoie la très haute aristocratie romaine. Elle a grandi dans le palais auprès de son père, entourée d'administrateurs et de savants. Elle a donc été encadrée par des personnes érudites et a baigné dans la politique. La jeune Cléopâtre ne le sait pas encore, mais elle est promise à un grand destin qui va la faire entrer dans la légende en devenant l'une des reines les plus fascinantes de l'histoire. Avant de monter sur le trône d'Égypte, elle doit relever de nombreux défis et rester vigilante aux mouvements de ses ennemis, à commencer par ses frères et sœurs. Aînée d'une fratrie de 5, elle grandit dans une atmosphère tendue et dangereuse, car les Ptolémées ne sont pas une famille comme les autres. On ne peut pas dire que la famille des Ptolémées à l'époque de Cléopâtre soit une famille de gens très tendres. Tout le monde veut le pouvoir et on est prêt à tuer ses frères et sœurs, son père ou ses enfants pour y accéder. Et Cléopâtre a vu sa propre grande sœur faire un coup d'état contre son père tuer sa fille aînée. Les Ptolémées vivaient dans un monde qui consistait à tuer ou à être tué. Le meurtre était en quelque sorte la norme. En 52 avant notre ère, son père, le pharaon Ptolémée XII, l'associe au trône pour la préparer à sa succession. Un avant-goût du pouvoir qui va prendre un tournant majeur quelques mois plus tard, en 51 avant notre ère, à la mort de Ptolémée XII. Cléopâtre a 17 ans et elle se retrouve seule, reine pharaon d'Égypte. Enfin, en réalité, elle n'est pas vraiment seule. Dans son testament, son père a ordonné qu'elle se marie avec son petit frère, Ptolémée XIII, une pratique courante dans cette dynastie. Ils étaient censés gouverner ensemble. C'était normal pour la dynastie ptolémaïque, mais ça n'a pas duré longtemps. La situation a rapidement dégénéré en bagarre et les deux se sont livrés à une guerre ouverte. Car Cléopâtre est ambitieuse et a une vision très claire de ce qu'elle veut pour son royaume. Le problème, c'est que son petit frère âgé de 14 ans est influençable. Il est entouré de conseillers qui ont l'intention d'exercer le pouvoir à travers lui. Tous ces hommes vont former une coterie contre Cléopâtre et se liguer contre elle. Évidemment, elle ne va pas se laisser faire et ça va se terminer en exil. Sa vie est en danger puisque Ptolémée XIII lui demande de quitter l'Égypte, sans quoi il la tue. Elle part du côté de la Syrie pour lever une armée avec la ferme ambition de renverser son frère. C'est à ce moment-là qu'apparaît un personnage qui va bouleverser la vie de Cléopâtre. Un homme dont le nom lui sera associé à jamais. L'homme le plus puissant du monde. Jules César. En pleine guerre civile contre son ancien général Pompée, il mène ses troupes jusqu'en Égypte, où Pompée s'est retranché. À ce moment-là, les troupes de Jules César ont envahi Alexandrie. 4000 de ses hommes ont assiégé le palais où se trouvait Ptolémée, le frère de Cléopâtre. Paniqué de voir Jules César à ses portes, Ptolémée XIII fait assassiner Pompée par ses hommes. Il pense ainsi gagner la confiance de César. Mais c'est le contraire qui va se produire. Il se rend compte que cet enfant n'est pas la personne idéale pour gouverner. Il le considère comme un poids. D'autant que Ptolémée n'est pas en mesure de trouver l'argent nécessaire pour rembourser ses dettes. Nous sommes en 47 avant notre ère. César décide de s'installer à Alexandrie pour l'hiver. Exilée sur la frontière est du royaume d'Égypte, Cléopâtre choisit d'entrer en scène avec une manœuvre spectaculaire qui va participer à construire sa légende.
Dans une nuit froide et silencieuse, un navire accoste au milieu de la flotte romaine dans le port d'Alexandrie. Un homme descend avec un message. Il a un cadeau pour Jules César. On raconte que le cadeau est un grand tapis, qu'on le déroule aux pieds de Jules César et qu'au bout du tapis, il y a une jeune femme de 20-21 ans, c'est Cléopâtre, qui apparaît. Et elle avait usé de ce subterfuge à la fois pour pouvoir revenir dans Alexandrie sans se faire prendre par son frère et ses soldats, mais aussi pour séduire Jules César, parce qu'il fallait avoir de l'audace pour mettre en place un tel stratagème. Et évidemment, elle fait mouche. Elle s'offre comme une sorte de cadeau à Jules César, qui devient son amant le soir même. C'est à ce moment-là que naît l'histoire d'amour entre Jules César et Cléopâtre. C'est donc cette fantastique rencontre qui donne vie à cette célèbre histoire d'amour qui a traversé les âges. Seulement, cette histoire n'est pas du goût de Ptolémée XIII, le petit frère de Cléopâtre et pharaon d'Égypte. Cette alliance entre sa sœur et Jules César menace directement son pouvoir. Il se doit d'agir. Ptolémée XIII déclenche une révolte des Égyptiens contre Jules César et Cléopâtre, qui sont alors réfugiés au sein du palais royal à Alexandrie. Après plusieurs mois de combat, et grâce à des renforts romains qui arrivent en Égypte au début de l'année 47 avant notre ère, Jules César défait les armées du jeune pharaon de 14 ans. Mais Ptolémée XIII n'accepte pas l'échec. Il prend la fuite vers le sud du pays. César le poursuit et impose une bataille décisive qui est fatale au frère de Cléopâtre. Il est mort lors de la bataille du Nil. Son bateau a coulé et il s'est noyé. C'est ainsi que César a pu aider Cléopâtre à se débarrasser de son frère. Grâce au soutien de l'État romain et à la complicité de Jules César, elle a pu monter sur le trône et est devenue la dernière reine d'Égypte. Dans les faits, elle épouse son dernier petit frère, Ptolémée XIV, alors âgé de 12 ans, et se trouve encore une fois dans une co-régence. Mais c'est elle qui exerce la totalité du pouvoir politique. Et elle est prête à gouverner. Charismatique, stratège, diplomate, elle est également polyglotte. Elle a été le premier pharaon ptolémaïque à parler égyptien. Elle était donc une dirigeante et une diplomate efficace, car elle avait appris à se conduire avec la plus grande bienséance et le plus grand respect. Cette femme exceptionnelle est pourtant loin de s'imaginer qu'elle va devenir le dernier pharaon d'Égypte. Suite à sa rencontre mythique avec Jules César et la mort de son frère, la reine pharaon souhaite consolider son alliance avec le dictateur romain. Fine tacticienne, elle le fait de la manière la plus marquante et la plus romantique possible. Elle va profiter de ce nouveau moment de paix pour vivre un moment de lune de miel avec Jules César. On raconte qu'elle va l'emmener sur le Nil, sur un magnifique bateau qui est un véritable palais flottant, pour lui faire découvrir toutes les richesses de son pays. On peut imaginer qu'ils vont visiter ensemble les principaux temples de la vallée du Nil. Jules César, comme Alexandre le Grand avant lui, est extrêmement curieux. Il a dû parler avec les prêtres égyptiens, les grands prêtres qui l'ont accueilli dans les principaux sanctuaires de l'Égypte. Il a envie de visiter la vallée du Nil en compagnie de Cléopâtre. Cette croisière sur le Nil écrit un peu plus les pages d'une romance légendaire entre la plus célèbre des reines pharaons et le grand conquérant romain. Elle se termine en apothéose, car Cléopâtre tombe enceinte de Jules César. Elle fait tout pour tomber enceinte du Romain le plus puissant du moment, parce qu'elle a parfaitement compris qu'elle ne pouvait pas régner seule. Alors c'est la raison pour laquelle, dès l'Antiquité, on la traite parfois de prostituée. Elle s'est offerte à Jules César, mais dans les faits, elle n'avait guère le choix. Mais un événement vient couper court à cette idylle égypto-romaine. Au printemps 47 avant notre ère, alors que Cléopâtre est enceinte de 7 mois, Jules César doit quitter sa bien-aimée. Il doit se rendre sur la côte méridionale de la Turquie actuelle
pour stopper l'insurrection de ses vassaux. Il ne le sait pas encore, mais il ne reviendra plus en Égypte. Quelques mois plus tard, Jules César rentre à Rome victorieux en se faisant précéder d'une pancarte où il est écrit ce qui deviendra sa phrase la plus célèbre. Veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Un an plus tard, en septembre 46 avant notre ère, il est rejoint par Cléopâtre. Jules César ne peut pas héberger Cléopâtre chez lui parce qu'il est déjà marié à Calpurnia, mais heureusement il est très riche, il a d'autres maisons, d'autres propriétés, et il installe Cléopâtre dans sa propriété qui se trouve de l'autre côté du Tibre, dans le quartier aujourd'hui de Trastevere. La reine Pharaon n'est pas arrivée seule. Entre-temps, elle a donné naissance à leur fils, Césarion. Jules César reconnaît sa paternité. Alors, il ne peut pas légalement considérer Césarion comme son fils parce qu'il est déjà marié, mais il reconnaît sa paternité biologique en permettant à Cléopâtre de donner le nom de César à son fils. Ce petit prince égyptien est destiné à incarner l'alliance parfaite entre la République de Rome et le royaume d'Égypte. Dès lors, César n'a de cesse de prouver son amour et son admiration pour Cléopâtre. À Rome, lorsqu'il inaugure son forum, une place publique construite en l'honneur de la déesse Vénus, il fait dresser une statue représentant Cléopâtre. Une fois qu'il a totalement pacifié l'empire territorial romain, il célèbre une gigantesque fête en l'honneur de ses victoires. Et il réserve un cadeau à la reine Pharaon. Dans sa victoire sur l'Égypte, il va faire défiler comme un otage la petite sœur de Cléopâtre, qui s'appelle Arsinoé. Évidemment, Cléopâtre est très contente parce qu'elle ne peut pas voir sa petite sœur, qui de toute façon est une rivale politique. Cléopâtre et Jules César forment un couple puissant et plein de promesses pour l'unité du monde méditerranéen. Mais tout le monde ne voit pas cette relation d'un bon œil. Les Romains de l'époque avaient un très fort sentiment d'identité nationale. Et le fait de voir leur chef s'acoquiner avec une femme étrangère posait un problème d'image publique. Alors, lorsque Cléopâtre arrive, couverte d'or et de paillettes, se présentant comme une déesse, elle n'est pas forcément bien accueillie par les Romains. Les Romains se sont libérés de leur roi, donc pour eux, roi, reine, c'est synonyme de tyrannie. Donc ils ont au moins deux raisons de détester Cléopâtre, c'est une reine et c'est une femme. Mais Jules César s'en moque. Il a placé Cléopâtre à une place de pouvoir et rien ni personne ne saurait s'y opposer. Sauf qu'un événement inattendu vient précipiter le destin de Cléopâtre vers de nouveaux horizons. Nous sommes en mars 44 avant Jésus-Christ. Cela fait 1 an et demi que Cléopâtre est à Rome aux côtés de César lorsque l'impensable se produit. Jules César, l'homme le plus puissant du monde, est assassiné. Cléopâtre doit quitter Rome en urgence. Elle sait qu'elle n'a plus aucun allié, donc à peine apprend-elle que Jules César a été poignardé au petit matin des Ides de Mars. 2-3 heures plus tard, elle est déjà sur un bateau en direction de l'Égypte. Elle n'est plus en sécurité. Elle n'a plus Jules César pour la protéger des citoyens de la plèbe romaine. Arrivée à Alexandrie, elle prend des décisions radicales. Elle fait assassiner son jeune frère et co-régent, Ptolémée XIV. Elle intronise son fils Césarion, qui devient pharaon sous le nom de Ptolémée XV Césarion. Il est âgé de 3 ans à peine, c'est lui officiellement le nouveau pharaon d'Égypte et Cléopâtre est une reine mère, elle exerce la régence pour Césarion. Cléopâtre n'est pas une figurante quand elle a le pouvoir, c'est une vraie reine. Et une fois qu'elle a éliminé ses 2 petits frères et que finalement son associé au pouvoir est son fils Ptolémée XV Césarion, il est bien évident que c'est elle qui tient son pays toute seule. Sa tâche ne sera pas simple, car l'Égypte n'est plus ce qu'elle était. Ses prédécesseurs ont appauvri le royaume et son peuple en le rendant dépendant des Romains.
Son père et son grand-père avaient contracté une série d'emprunts et avaient d'importantes dettes auprès des Romains, ce qui avait entraîné une très mauvaise situation financière de l'État égyptien. En plus, ils négligeaient souvent le royaume et menaient une vie de loisirs et de débauche, ce qui a provoqué de graves problèmes en Égypte. Pour y remédier, Cléopâtre réorganise complètement l'administration du royaume et met en place un système bureaucratique solide. En à peine 10 ans, elle parvient à revitaliser l'économie égyptienne grâce à la réforme de la monnaie. Elle a voulu contrôler les prix et empêcher l'inflation des monnaies de bronze, ce qui a eu un effet très favorable pour le peuple, pour les plus modestes, qui utilisaient justement ces monnaies de bronze. Donc c'est vraiment une grande dirigeante politique. En parallèle, elle s'inscrit dans la lignée des grands pharaons bâtisseurs comme Ramsès II, Khéops ou Djoser. Elle poursuit la construction de monuments à sa gloire et à celle de son fils. Le plus emblématique est le temple d'Hathor à Dendera, au nord de Luxor. L'archéologue égyptienne Yosra Ibrahim arpente ce lieu millénaire. Cléopâtre est représentée sur une des façades du temple. Elle se tient à gauche, derrière son fils Césarion. Et tous les deux présentent des offrandes à plusieurs dieux et déesses. Elle porte la double couronne de plumes avec le disque. Il s'agit d'une iconographie très connue d'Isis. Isis est une des déesses les plus importantes et les plus populaires du panthéon égyptien. Sœur et épouse d'Osiris, le dieu des morts, elle est celle qui a apporté la civilisation et qui protège les défunts. Elle est la mère d'Horus, dieu du ciel et de la royauté. Les gens voyaient en Isis le modèle d'une mère idéale, quelqu'un d'aimant, d'attentionné, de bienveillant. Isis était la grande magicienne qui avait ressuscité son frère et époux Osiris et qui a eu un enfant, Horus, pour le placer ensuite sur le trône d'Égypte. Cléopâtre utilise ça comme une sorte de propagande en appliquant ce calque sur elle-même grâce à l'assassinat de César qui représente Osiris. Elle-même se fait représenter en Isis et elle protège l'héritier du trône, Horus/Césarion. Cléopâtre, c'est la reine de la communication. Elle utilise tous les codes égyptiens pour communiquer avec son peuple. Alors que tout va pour le mieux en terre égyptienne, Cléopâtre doit s'assurer une nouvelle alliance si elle veut garder le contrôle de son royaume. Car la mort de Jules César a fait éclater une guerre civile dans le monde romain entre ses héritiers et ses assassins. Cléopâtre observait ce qui se passait et elle s'est alors rapprochée de deux personnes qui allaient jouer un rôle très important dans sa vie par la suite. Il s'agit d'Octave et de Marc-Antoine. Ensemble, ils ont défait les assassins de Jules César et rétabli l'ordre. Mais maintenant, ils se disputent sa succession pour devenir l'homme le plus important du monde méditerranéen. Cléopâtre doit choisir entre les deux. Cléopâtre devait s'aligner sur Rome, elle n'avait pas d'autre choix. Rome était vitale, elle devait conclure la bonne alliance avec la bonne personne dans la guerre de succession qui a suivi l'assassinat de Jules César. Elle n'a pas 36 solutions. Soit elle se rapproche d'Octave, le petit-neveu et fils adoptif de Jules César, soit elle se rapproche de Marc-Antoine, le général héritier symbolique de Jules César. Octave, c'est pas une bonne opération, c'est un homme froid, c'est pas un grand sensuel, ça va être difficile de se le mettre dans la poche. Marc-Antoine, c'est autre chose. Elle sait que c'est un bon vivant, que c'est un fan du monde hellénistique et qu'elle va donc pouvoir le séduire par un mode de vie à l'orientale. Nous sommes en 41 avant notre ère. Marc-Antoine est à Tars, dans le sud de la Turquie actuelle. Il lève une armée pour aller conquérir des terres à l'est. Il convoque Cléopâtre pour qu'elle ramène son armée, parce qu'elle traîne un peu des pieds à lui envoyer des soldats. Alors au bout d'un moment, Cléopâtre arrive à Tars, mais elle va faire une entrée théâtrale. On raconte que Cléopâtre est arrivée avec un convoi qui rendrait jaloux n'importe quel défilé d'aujourd'hui.
Elle arrive sur un bateau extraordinaire, avec des voiles de pourpre, une proue en or sur laquelle le soleil se reflète, des rames en argent, et son équipage. Ce sont des filles sublimes, à moitié nues, qui rament. Bon, c'est extraordinaire, hein, c'est un spectacle qui arrive à Tars. Elle arrive au port, elle dit « Ah non, moi je descends pas de mon bateau. Si Marc-Antoine veut me voir, c'est lui qui vient ce soir, je l'invite à dîner. » L'ancien général de Jules César est impressionné par le spectacle. Il accepte l'invitation de cette reine pas comme les autres, sans se douter que sa vie sera changée à jamais. Il est accueilli par des jeunes filles divines à moitié nues, avec plein de bougies posées un petit peu partout, et on le conduit jusqu'à Cléopâtre qui est allongée sous un dais. Cléopâtre attend certainement à moitié nue, tout ornée de bijoux, Marc-Antoine. Imaginez un peu ce que ça peut faire à un homme de se retrouver face à une reine qui le reçoit à moitié nu et qui en plus lui parle de politique. Marc-Antoine a 42 ans. Cléopâtre en a désormais 28. En reproduisant la même stratégie audacieuse qu'elle avait utilisée avec Jules César, Cléopâtre séduit le grand dirigeant romain qui devient son amant le soir même. C'était comme si une force de la nature rencontrait un autre ouragan. Cléopâtre invite Marc-Antoine à venir vivre à Alexandrie avec elle. Comme pour César avant lui, elle lui fait goûter au plaisir de l'Orient. Il passe l'hiver 41 avant notre ère dans le palais d'Alexandrie, au milieu d'un faste absolument incroyable. Il est attesté que Cléopâtre et Marc-Antoine sortaient boire ensemble, souvent déguisés, afin de ne pas être reconnus par le public. Les hivers qu'ils passaient ensemble n'étaient donc rien d'autre que des moments de débauche, et encore aujourd'hui, leur romance serait perçue comme scandaleuse. Marc-Antoine se laisse entraîner dans cette vie inimitable, mais ça va lui être reproché dans la propagande adverse, dans la propagande d'Octave, comme de la débauche, de la luxure. Fort de cette nouvelle alliance, Cléopâtre et Marc-Antoine nourrissent un projet ambitieux. Ensemble, ils veulent agrandir les frontières de l'Égypte. Ils ont étendu leur pouvoir et se sont battus avec le roi d'Arménie. Ils se sont battus à Pergame, ils se sont battus dans de nombreux endroits différents, car ils avaient pour objectif d'étendre l'empire ptolémaïque à ce qu'il était au tout début. Cette union affichée entre ces deux grands politiciens de l'Antiquité est très mal perçue à Rome, notamment chez Octave. Tout d'abord parce que Marc-Antoine est déjà marié à la sœur d'Octave, avec qui il a 2 filles. Puis parce que ce dernier adopte Césarion, le fils de Jules César et de Cléopâtre. Enfin, car la reine Pharaon donne 3 enfants à Marc-Antoine. Pour que les Romains détestent Marc-Antoine, Octave va leur révéler le poteau rose. Mais est-ce que vous saviez, peuple de Rome, que Marc-Antoine a l'intention de prendre les terres dont il a fait la conquête en Orient pour les donner aux enfants qu'il a eus de la putain égyptienne Cléopâtre? Pour le Romain moyen, le fait d'entendre que le territoire romain sera cédé à une étrangère constitue un énorme outrage. En même temps, le fils de Jules César, Césarion, attire l'attention sur lui et déclare qu'il est le véritable héritier légitime de Jules César, le véritable héritier du trône de Rome. Octave mesure le danger d'une telle déclaration. Lui qui veut succéder à son père adoptif, Jules César, est directement menacé par la présence de son fils légitime, Césarion. S'il veut prendre le contrôle de Rome, il doit supprimer cet enfant et défaire Marc-Antoine. Marc-Antoine est décrété ennemi public par le Sénat romain. Et c'est ainsi que Marc-Antoine et Octave vont se retrouver sur le champ de bataille en Grèce, au large de Corfou, à Actium. Nous sommes en septembre 31 avant Jésus-Christ. L'une des plus grandes batailles de l'Antiquité est sur le point d'avoir lieu. La bataille d'Actium. C'est une bataille
épique qui va avoir lieu. On a une véritable guerre civile qui va opposer les Romains d'Octave aux Romains de Marc-Antoine, additionnés des troupes égyptiennes de Cléopâtre. Et on a alors deux armées dont les forces sont à peu près les mêmes, 250 navires de guerre de chaque côté, et puis environ 100 000 hommes. Cléopâtre, en tant que chef de guerre, est aussi présente sur le champ de bataille. Mais sur son bateau, il y a des tonnes d'or, tout simplement parce qu'il faut payer la solde des soldats. Donc elle est partie avec son trésor, ce qui est très important dans l'Antiquité. Au début, l'issue du combat est incertaine. Marc-Antoine s'en sort très bien. C'est un très grand militaire. Face à lui, Octave n'est pas le stratège attendu. Octave n'était pas le génie militaire à l'origine de tout cela. C'était en fait son général, Agrippa. Agrippa parvient à encercler la flotte de Marc-Antoine et de Cléopâtre dans un tout petit port. Ce qui était à l'origine prévu comme un siège de 6 ou 7 mois contre les troupes navales s'est terminé assez rapidement. C'est un échec cuisant pour les armées de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Mais la bataille est loin d'être perdue. Pourtant, à la surprise générale, Cléopâtre quitte les lieux. Elle a peut-être peur que son bateau, sur lequel il y a son trésor, ne se fasse prendre par le camp d'Octave, et si elle perd son argent, elle ne peut plus payer son armée, ce qui serait une débandade. Donc elle fuit, et lorsque Marc-Antoine la voit fuir, lui-même perd un peu les pédales et décide de battre en retraite. On raconte qu'il passe sur le bateau de Cléopâtre et qu'il fait le retour en direction de l'Égypte, assis à la proue, dans un état de dépression avancée. Il le vit littéralement comme une trahison, et à partir de là, le couple ne va plus bien aller du tout. D'un point de vue strictement militaire, ce n'est pas une grande défaite, mais c'est une immense défaite diplomatique, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'après la fuite de Marc-Antoine et de Cléopâtre, tous les partisans de Marc-Antoine font défection et passent du côté du vainqueur, du côté d'Octave. À l'été 30 avant notre ère, Octave arrive à Alexandrie et assiège la ville. Marc-Antoine tente de lui résister, mais les dés sont jetés. La défaite est inévitable. Cléopâtre, qui est un petit peu perdue à ce moment-là, qui cherche un stratagème politique pour pouvoir rentrer en contact avec Octave et négocier, peut-être pas de pouvoir garder son royaume, mais en tous les cas de garder la vie sauve pour ses enfants, va faire courir une rumeur. Cette rumeur est le début d'une descente aux enfers pour Marc-Antoine. Alors qu'il se bat, le glaive à la main, contre l'armée d'Octave, il apprend la terrible nouvelle. On lui dit que Cléopâtre s'est suicidée. Et lorsque Marc-Antoine apprend ça, il est totalement déstabilisé. Mais si sa reine est morte, pourquoi se bat-il ? À cette époque, le suicide était considéré comme un acte acceptable, une façon de mourir dans la dignité. Marc-Antoine est au fond du gouffre. Dans un dernier acte digne d'une tragédie grecque, il décide de se suicider. On raconte qu'il est tombé sur sa propre épée ou qu'il s'est poignardé dans le ventre. Les sources ne sont pas certaines, mais ce que nous savons, c'est que Marc-Antoine n'est pas mort immédiatement. Il a le temps d'apprendre que son acte est inutile, car en réalité, Cléopâtre n'est pas morte. Elle s'est retranchée dans son mausolée dans le nord d'Alexandrie. Lorsqu'elle apprend la nouvelle, elle envoie immédiatement des hommes chercher Marc-Antoine. La suite est entrée dans la légende. Cléopâtre s'est fait apporter le corps de Marc-Antoine, qui est mort dans ses bras. Mais ironiquement, ces derniers mots n'étaient pas pour lui dire à quel point il l'aimait, ou quelques déclarations de ce genre. Il a demandé un autre verre de vin, et c'est ainsi que Marc-Antoine est mort. Nous sommes l'année 30 avant notre ère. Octave entre à Alexandrie en conquérant. Son grand rival est mort, mais il n'en a pas fini avec Cléopâtre. Cléopâtre va d'abord tenter de négocier avec Octave. Elle veut que ses enfants gardent la vie sauve, et notamment Césarion. Le problème, c'est que Octave ne peut pas laisser Césarion en vie, puisqu'il aurait un véritable challenger sur le plan politique. Octave pense qu'il n'est pas bon qu'il y ait deux Césars. Octave veut être le seul fils de César. Consciente des motivations d'Octave, Cléopâtre met en place un plan pour sauver son fils.
Mais le pharaon Ptolémée XV Césarion, alors âgé de 17 ans, est condamné. Césarion prend la fuite avec son précepteur, mais il est trahi par son précepteur et livré à Octave, qui le fait aussitôt mettre à mort. Malheureusement, Césarion, sans qu'il n'ait rien fait, mais simplement par sa naissance, constituait une menace pour Rome. Cléopâtre a-t-elle appris la nouvelle? Difficile à dire, car entre-temps, elle a été faite prisonnière à Alexandrie. Captive d'Octave, elle craint de subir le même sort que sa sœur Arsinoé. Elle redoutait d'être exhibée à Rome, enchaînée, privée de sa dignité et de sa royauté. Tout le respect qu'elle avait pour elle-même était sur le point d'être perdu. Et comme cette pauvre Cléopâtre est aux abois et qu'elle ne veut pas devenir un trophée, eh bien elle décide de se suicider. L'histoire ne sait dire si c'est elle qui décide de se donner la mort ou si Octave lui accorde ce droit. Toujours est-il que c'est ce qu'elle fait. Et comme Cléopâtre est une reine, elle choisit de marquer les esprits en se suicidant comme une reine. Elle se fait apporter un serpent caché dans un panier de figues et elle se fait mordre par le serpent. Le serpent mord 3 fois, puisque les 2 suivantes de Cléopâtre sont également tuées par le serpent qui ensuite prend la fuite et sort par une fenêtre du palais. Pour les Égyptiens, le serpent était un symbole de régénération dans l'au-delà. Pour les Grecs, il était également un symbole du monde des morts. Le fait qu'elle se suicide à l'aide d'un serpent est donc un mélange parfait entre ces 2 cultures. Cela lui garantirait peut-être une entrée dans l'au-delà. La mort de Cléopâtre reste un mystère, et c'est un mystère qui joue un rôle important dans les fantasmes qu'on plaque sur Cléopâtre, dans le mythe de Cléopâtre. La mort de Cléopâtre, le 10 août 30 avant notre ère, sonne le glas de la plus grande et la plus longue de toutes les civilisations. Après plus de 3000 ans d'histoire pharaonique, l'Égypte devient romaine. Elle met fin à la dernière guerre civile de la République de Rome. Octave fonde l'Empire romain et devient le premier empereur sous le nom d'Auguste. De retour à Rome, il exhibe ses trophées. Les enfants de Cléopâtre et Marc-Antoine traversent les rues sous les insultes de la plèbe. Impitoyable, l'empereur fait assassiner leurs 2 garçons et condamne leur fille à l'interdiction de se souvenir de ses parents. Quant au corps de Cléopâtre et Marc-Antoine, Octave accepte qu'ils restent ensemble. Elle est momifiée, comme tous les Ptolémées, et comme Alexandre le Grand, et son corps est placé dans un tombeau monumental. Antoine, lui, sait qu'il a été incinéré, donc il n'y a pas de corps. Mais dans tous les cas, où est-ce qu'il est? Où sont ses corps? Où est le corps de la reine? Ça, c'est une grande question. C'est à ce moment-là que le mausolée de Cléopâtre disparaît dans l'histoire. La raison principale semble due à la géographie d'Alexandrie. La capitale de Cléopâtre est située sur une faille sismique et la ville a été frappée par une série de tremblements de terre au Moyen Âge. Conséquence, le niveau du sol s'est affaissé. Nous savons que le palais de Cléopâtre se trouvait dans ce qui est aujourd'hui le port est d'Alexandrie, qui est immergé. Ce qui nous amène à supposer que la tombe de Cléopâtre pourrait être sous l'eau et encore accessible à l'explorateur qui sommeille en chacun d'entre nous. Le tombeau de Cléopâtre est devenu le Graal de toute une génération d'égyptologues. À commencer par Alicia Johnson, qui est spécialisée dans l'archéologie sous-marine. Dans la baie d'Alexandrie, à quelques encablures de la ville moderne égyptienne, nos équipes ont obtenu l'autorisation exceptionnelle de plonger à la recherche des traces de la célèbre reine Pharaon. La zone à quadriller est vaste. Elle s'étend sur toute la baie d'Alexandrie. L'équipe d'archéologues décide de plonger à seulement 450 mètres des côtes.
Nous allons plonger sur le site de Cléopâtre qui se trouve à seulement 6 mètres de profondeur. On pourrait se demander pourquoi c'est si peu profond, mais en réalité, il y a 2000 ans, les gens marchaient encore ici. Au cours de ces 2 derniers millénaires, il y a eu des tremblements de terre, de l'érosion et une élévation du niveau de la mer. C'est pourquoi le site est aujourd'hui immergé, mais il reste accessible. La quantité de sédiments et les conditions de plongée rendent l'exploration difficile. Nous avons dû conduire la mission sur plusieurs saisons. Et finalement, nos équipes d'archéologues plongeurs ont pu repérer des traces de ce qui semble être les fondations d'un bâtiment ptolémaïque. C'est un pilier ptolémaïque. Bien qu'il ne reste plus grand-chose du palais, il y a certainement 1 ou 2 piliers qui se sont brisés en plusieurs parties et qui sont vraiment imposants. On peut voir comment ils ont bougé. Ils ont été éparpillés dans la zone et à cause de l'eau et des conditions météorologiques, ils se sont déplacés au fil des ans. Mais ils sont aujourd'hui très proches les uns des autres. Ces témoignages uniques de la dernière reine d'Égypte nous parviennent 2000 ans après sa mort. Parviendront-ils à mener les archéologues vers la tombe de cette reine mythique et accéder aux derniers secrets de son destin incroyable? En attendant, elle laisse l'empreinte d'une grande dirigeante politique brillante et charismatique. Cléopâtre entre dans les mémoires en devenant la dernière pharaon d'Égypte. Elle était une super héroïne du passé. Elle est devenue non seulement un mythe, mais une icône. Sa mort brutale, c'est le clou du spectacle. C'est ce qui a permis à Cléopâtre de rester dans nos esprits. Icône éternelle disparue dans la dignité légendaire, Cléopâtre partage cette figure de martyr avec le dernier grand pharaon du Nouvel Empire. Un roi souvent resté dans l'ombre de son illustre prédécesseur, Ramsès II. Ramsès III. Nous sommes à l'été 1870, à Der el-Bahari, près de Luxor, en Égypte. Célèbre grâce au fabuleux temple funéraire de la légendaire reine pharaon Hatshepsut, le site s'apprête à révéler un trésor enfoui depuis plus de 3 millénaires. Sans le savoir, 2 bergers exhument un joyau exceptionnel qui va profondément bouleverser le champ de la connaissance du nouvel empire égyptien. Celui de Ramsès II, Akhenaton, Néfertiti ou encore Toutankhamon. C'est la cache de Der el-Bahari. La tombe 320 de Der el-Bahari contenait les momies de nombreux souverains d'Égypte qui sont aujourd'hui au musée. Elles ont été placées dans des cercueils qui n'étaient pas les leurs à l'origine, mais qui ont été étiquetés afin que nous sachions à qui les momies appartenaient. 50 momies sont restées cachées ici pendant 30 siècles. Parmi elles, 26 reliques royales dont celles de grands pharaons comme Thoutmôsis III, Amenhotep Ier et le grand Ramsès II en personne. Il s'agit de l'une des plus grandes découvertes de l'archéologie égyptienne. Mais une question taraude alors les égyptologues. Pourquoi se trouvent-elles dans ce funeste endroit, rassemblées les unes à côté des autres? Ces momies ont été déplacées par des prêtres entre 50 et 100 ans après la mort de ces personnages. Originellement, elles se trouvaient dans les tombes souterraines de la majestueuse vallée des rois. Mais à la fin du Nouvel Empire, ces lieux sacrés sont pillés. Les trésors disparaissent à jamais, excepté celui de Toutankhamon, qui sera découvert au XXe siècle. Conscients du sacrilège, les prêtres d'Amon, qui incarnent l'autorité religieuse de l'époque, décident de sauver les momies des pharaons défunts et de leurs proches. Les prêtres d'Amon, lorsqu'ils ont découvert que les momies étaient endommagées par les pilleurs de tombes, ont su qu'ils devaient faire quelque chose. Ils ont donc cherché autour d'eux et ont trouvé un vieux tombeau très haut sur les falaises au-dessus de Der el-Bahari. Et ils ont caché toutes les momies qu'ils ont pu trouver à l'intérieur de ce tombeau. Grâce à ce sauvetage in extremis, ces précieuses reliques vont être préservées jusqu'à nos jours, dévoilant leurs nombreux secrets. L'une d'entre elles intrigue particulièrement les égyptologues.
celle du dernier grand pharaon du Nouvel Empire, Ramsès III. Ramsès III a marqué l'histoire de l'Égypte en repoussant son effondrement grâce à ses décisions judicieuses. Il a permis au royaume de prospérer et à l'Égypte ancienne de s'épanouir plus longtemps qu'aucun autre roi ne l'aurait fait. Alors on est à peu près un siècle après Ramsès II, et Ramsès III va d'ailleurs tout faire pour qu'on le confonde avec son illustre prédécesseur. Ramsès III est un grand souverain qui aurait voulu laisser la même empreinte que Ramsès II dans l'histoire, mais malheureusement, il a très mal fini. Le visage de cette momie n'est pas inconnu du grand public. Il est devenu l'un des plus célèbres du cinéma d'horreur. La première fois que j'ai vu cette momie, cela m'a rappelé le film hollywoodien La Momie, la version de 1932, parce que le maquillage de l'acteur correspondait exactement au visage de Ramsès III. Grâce au progrès de la science, cette momie va pouvoir raconter son histoire et révéler l'incroyable scénario de la mort de ce grand pharaon. Sahar Salem fait partie de l'équipe qui a radiographié le corps de Ramsès III. Son examen minutieux livre des informations surprenantes qui laissent tout le monde sans voix. On voit une plaie dans la partie inférieure du cou, très large. Elle mesure 3 cm et elle est très profonde. C'est une blessure qui a atteint l'os de la colonne vertébrale et qui a causé une fracture. C'est un type de blessure qui est mortelle parce qu'elle coupe la trachée. Outre le fait qu'il ait été égorgé, ce qui est assez dramatique, on voit également des traces sur ses pieds. Il est possible que des coups aient été portés à certains de ses orteils. C'était une mort douloureuse et effrayante. Il a dû, au moins pendant une fraction de seconde, ressentir la douleur, la panique, la peur, ne sachant plus à qui faire confiance. Ramsès III aurait donc été assassiné alors qu'il avait 63 ans. Qui pouvait bien vouloir sa mort? L'examen de la momie va transporter les égyptologues vers l'un des assassinats politiques les plus effroyables de l'Antiquité. Pour comprendre pourquoi ce pharaon énigmatique a été tué, il faut revenir 30 siècles plus tôt à la cour d'Égypte. Nous sommes à Luxor, l'ancienne Thèbes, aux environs de l'an 1200 avant notre ère. Le travail des archéologues n'a pas permis d'en apprendre beaucoup sur l'enfance du futur Ramsès III, si ce n'est qu'il est le fils de Setnart et de Tiyi-Meriaset. Il naît 5 ans après la mort du grand Ramsès II, dans un monde en plein chaos. Ramsès II a régné pendant si longtemps, 67 ans, que ses successeurs étaient âgés et qu'il était difficile de maintenir la grandeur du pays après sa mort. Il y a donc eu un moment de gloire et d'éclat sous Ramsès II, puis une longue période où les choses n'allaient pas très bien. La chute de Ramsès II a lancé une série de catastrophes, de crises, a permis aussi au clergé de retrouver beaucoup de pouvoir, parce que dès que le pharaon n'est pas assez fort, le clergé prend le dessus. Dans cette terrible guerre de succession, le père de Ramsès III parvient à tirer son épingle du jeu. Setnart s'empare de la couronne d'Égypte 25 ans après le règne du plus célèbre des pharaons. Son père a arraché le trône à des personnes en désaccord. Il y a eu un problème de succession, et c'est pourquoi nous avons une rupture dynastique entre ce que nous appelons la 19e dynastie de Ramsès II et la 20e dynastie de Ramsès III. Mais son règne est de courte durée. Setnart meurt au bout de 4 années de pouvoir, en 1186 avant notre ère, laissant le trône à son fils, alors âgé de 32 ans.
Ce dernier a pour ambition d'être un grand pharaon. Pour commencer, Ramsès III ne choisit pas son nom de couronnement par hasard. Bien qu'il n'ait aucun lien de parenté confirmé par les scientifiques, il se veut comme l'héritier du roi qui a fait la grandeur de l'Égypte au siècle dernier, Ramsès II. Il se souvient de cette grande époque et se dit « Je vais prendre exemple sur lui car si je le fais, peut-être que l'Égypte connaîtra à nouveau le succès et la prospérité. » Ramsès II est devenu un grand pharaon en menant de glorieuses batailles pour protéger son peuple et assurer la paix en terre d'Égypte. Mais pas seulement. Il a su aussi s'inscrire dans les mémoires de ses contemporains en dotant le pays des pyramides de monuments gigantesques. Pour montrer sa prospérité quand on est pharaon, il faut être un grand bâtisseur. Ça, c'est une tradition puisque bâtir des temples, ça coûte cher et si on peut les bâtir, c'est qu'on en a les moyens. Dès le début de son règne, le jeune pharaon commence par lancer les travaux d'un bâtiment colossal, construit sur le modèle du temple cultuel de Ramsès II, le Ramesséum. Ce monument exceptionnel, le voici. Le temple des millions d'années de Ramsès III, à Médinet Abou, près de Luxor, est l'un des mieux conservés de l'Égypte antique. Le temple de Médinet Abou est quasiment intact. Ce temple est peut-être l'un des plus somptueux de la Haute-Égypte. Le site s'étendait sur plus de 7000 mètres carrés. Ce n'est pas uniquement le temple mortuaire de Ramsès III. C'est aussi un palais, des magasins, des salles annexes et des chapelles. Il a utilisé ce temple pour faire connaître à tous ses exploits, ses batailles, ses succès et ses relations avec les dieux. Ce temple est le testament de Ramsès III. Sur ses murs, il a livré à la postérité les moments marquants de sa vie et de son règne. L'égyptologue Yosra Ibrahim nous fait pénétrer dans ce bâtiment monumental pour les découvrir. Nous sommes maintenant à l'intérieur d'une des cours du sanctuaire de Ramsès III, son temple mortuaire à Médinet Abou. Plus de 3000 ans après son règne, le pharaon impose encore sa présence aux visiteurs grâce à ses 5 statues massives. Il s'agit d'une statue de Ramsès III. On peut voir qu'il a les 2 bras croisés sur sa poitrine, tenant la crosse et le fléau. C'est la façon dont les anciens Égyptiens représentaient un roi mort. Sur les côtés de la statue, on trouve également une représentation de son épouse, la reine, et de son fils, probablement le fils aîné, Ramsès IV. Comme Ramsès II avant lui, Ramsès III se fait accompagner de son épouse, la reine Titi. Ensemble, ils ont donné naissance au prince héritier de la terre des pharaons, le fils aîné, Ramsès IV. Ils ne le savent pas encore, mais sa vie va être menacée et être à l'origine d'un des plus grands complots de l'histoire. Les murs d'enceinte du temple des millions d'années de Ramsès III sont un livre ouvert sur la vie épique de ce pharaon extraordinaire. Alors qu'une partie présente le portrait d'un Ramsès III père et mari, une autre dévoile un tout autre visage, celui d'un souverain guerrier. On y voit des inscriptions sur les événements importants qui se sont déroulés au cours de sa vie. Les batailles contre les Nubiens, les Libyens et les peuples de la mer y sont inscrites. Sur plusieurs scènes murales, nous avons ces représentations de scribes comptant les mains coupées. Et ces mains coupées représentent les ennemis de l'Égypte. C'est une façon de représenter les victoires. Ramsès vivait à une époque où il y avait des aléas climatiques, notamment avec les crues du Nil. À cette période, l'Égypte était aussi envahie par des étrangers. Lorsqu'il arrive au pouvoir, Ramsès III doit faire face à de nombreux défis. Il hérite d'une situation politique extrêmement complexe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Égypte. Il a 2 objectifs, donc stabiliser les frontières de son royaume et en finir avec la corruption et la toute-puissance du clergé d'Amon. Comme les autres pharaons, Ramsès III doit être un guerrier. Ramsès III est un roi guerrier en ce sens qu'il défend au maximum, tant qu'il peut, les frontières mises en place par ses prédécesseurs.
Il laisse le soin à son vizir de gérer le clergé d'Amon en interne et s'occupe de défendre ses frontières. Car les ennemis de l'Égypte sont nombreux. Il doit combattre les Libyens, les pirates Chardan ou peuples de la mer, mais aussi toutes les civilisations du Proche-Orient et un peu de la Nubie. On va arriver en fait à une Égypte qui se trouve en crise géopolitique sur toute la moitié nord, ce qui est gigantesque et qui est quasiment du jamais vu. En 1183 avant notre ère, après 5 ans de règne, Ramsès III doit relever un défi de taille. Il doit défendre la terre d'Égypte de l'invasion des Libyens au nord-ouest du royaume. Il doit prouver à son peuple qu'il est digne d'être pharaon. C'est pas banal puisque les peuples qui étaient basés à cet endroit-là, avant, n'étaient pas assez puissants pour oser attaquer l'Égypte. Or là, on a une montée de cette civilisation qui est en train de prendre de l'importance et qui veut, naturellement, une expansion sur son aile est. C'est l'un des murs qui représente la bataille contre les Libyens. Nous avons donc le char de Ramsès III et bien sûr la troupe égyptienne qui combat les Libyens. Ramsès III se fait représenter à la tête de ses troupes, se battant avec bravoure pour protéger les frontières de son pays. Chef militaire, rien ne semble résister à son art de la guerre. En y regardant de plus près, on trouve des détails intéressants, comme le passage du char sur les corps des ennemis. Il a réprimé ces rébellions et délogé le peuple libyen. Cette victoire place Ramsès III dans le cœur des Égyptiens en digne héritier de Ramsès II. Il vient de sauver la terre d'Égypte d'un ennemi puissant en prouvant sa valeur militaire. Mais ces combattants surprenants ne sont pas les ennemis les plus redoutables que le pharaon doit affronter. Une armée terrifiante, qui détruit tout sur son passage, s'attaque aux frontières du pays des pyramides. On l'appelle les peuples de la mer. Les peuples de la mer sont une sorte de fédération informelle, composée de différentes nationalités ou de groupes de personnes qui étaient essentiellement des pirates et qui ont formé une coalition. Ils représentaient une menace beaucoup plus intense pour l'Égypte, une menace beaucoup plus grave car ils avaient déjà mis à sac de grands empires. Ils viennent de ravager Chypre, l'Anatolie et le sud du Liban. Partout où ils passent, ils sèment le chaos. C'est une sorte de blackout terrible, les cités tombent les unes après les autres. Ramsès III avait donc toutes les raisons de s'inquiéter de ce groupe d'ennemis. En avançant vers le sud du Proche-Orient, les peuples de la mer coupent les voies commerciales du nord de l'Égypte. Ce blocus paralyse complètement l'économie du royaume. Bien que la terre des pharaons soit autosuffisante et pleine de richesses dans de nombreux domaines, elle est dépendante de ses relations avec le monde extérieur. Vous avez une Égypte qui a à la fois des relations commerciales par terre, ça remonte à travers toute la côte levantine et Chypre. On a aussi l'accès aux mines d'étain et aux mines d'argent d'Anatolie. Et vous avez également l'argent qui vient d'Espagne et l'étain qui vient également de Cornouailles, c'est-à-dire d'Angleterre. Sachant que l'Égypte a aussi de très grandes richesses. Le royaume d'Égypte est extrêmement fertile. Riche en toutes sortes de denrées alimentaires comme son produit phare, le blé. Le pays produit également de grandes quantités de verre qu'elle exporte via des comptoirs commerciaux installés aux 4 coins de la mer Méditerranée. Ramsès III n'a pas le choix. Il se doit de réagir. C'est la porte d'entrée en Égypte. C'est un point qu'il faut absolument défendre, sinon l'Égypte se retrouve soumise à une invasion absolument terrible. Nous sommes en 1175 avant notre ère. Ramsès III est à la tête de son armée en Palestine et livre une bataille sans merci à ces pirates sans foi ni loi. On imagine ces types d'attaques éclairs avec ces gens qui ont probablement un armement beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on pouvait retrouver, notamment des lames d'épée type mycénienne et qui sont particulièrement efficaces en combat rapproché. Mais Ramsès réussit quand même à limiter la casse et à faire en sorte de stopper et de fixer ces peuples de la mer, ce qui est un miracle.
Il réussit à les vaincre, mais ils attaquent ensuite l'Égypte dans le delta du Nil. Bien que défaits par le contingent militaire de Ramsès III, ces pirates ne s'avouent pas vaincus. Ils changent de tactique et imposent une bataille navale aux soldats égyptiens. Le pharaon doit les affronter sur mer, ce qui est loin d'être l'un des points forts de son armée. Normalement, l'Égypte n'est pas réputée pour avoir une marine extraordinaire, mais celle de Ramsès III a fait un travail remarquable. Ils ont affronté les bateaux des peuples de la mer. Ils ont accroché leurs grappins aux bateaux, sont montés à bord et se sont livrés à d'intenses combats au corps à corps. Ramsès III connaissait également l'importance de son armée de terre. Il a donc demandé à ses archers de jalonner la route et de tirer des flèches en même temps. Les flèches volaient donc depuis les rives du fleuve. Puis les bateaux égyptiens remontaient, ils agrippaient les navires des peuples de la mer, montaient à bord et se battaient au corps à corps. Cette stratégie a été couronnée de succès. Ramsès III parvient à chasser ces terribles peuples de la mer hors d'Égypte. Cette seconde victoire est célébrée par les Égyptiens qui voient en lui le pharaon puissant capable de défendre le royaume de toute menace extérieure. Fier, Ramsès III n'hésite pas à le faire savoir. Comme tout bon pharaon, il est rompu à l'exercice de la communication. Il va raconter sur les murs des temples qu'il va bâtir qu'il a été un grand guerrier et qu'il a sauvé l'Égypte. Ramsès III a marqué l'histoire de l'Égypte en retardant son effondrement final, parce qu'il a pris des décisions judicieuses. Il était doué pour les batailles militaires. Il a été capable de sauver l'Égypte des menaces qui provenaient de l'extérieur. Il a permis à l'Égypte de prospérer plus longtemps que n'importe quel autre roi ne l'aurait fait. Ramsès III a mené 3 guerres incroyables. Il a fait beaucoup d'efforts pour protéger le pays, ce qui était son devoir et son rôle en tant que roi et protecteur de l'Égypte. Bien que Ramsès III mènera une 3e guerre victorieuse contre les Libyens, ce n'est pas sur un champ de bataille que le pharaon va mourir. Il va devoir composer avec un nouvel ennemi. Ramsès III a surmonté les premiers défis de son règne, les peuples de la mer, les Libyens et toutes ces batailles, pour arriver dans la seconde moitié de son règne à une crise économique. Il a subi des pertes économiques et militaires importantes, et l'Égypte ne s'en remettra jamais vraiment par la suite. C'est l'une des raisons qui ont conduit à la chute du Nouvel Empire. Pour défendre son pays, Ramsès III a vidé son trésor. Conséquence, l'Égypte est en faillite. Il dépense malgré tout des fortunes pour construire son temple et sa tombe. Ramsès III a dû faire face à de nombreux défis économiques et politiques au cours de son règne. Malgré cela, il a pu mettre de côté d'importants moyens pour faire construire un grand tombeau et le décorer. Nous ne pouvons qu'imaginer à quel point il était meublé des produits les plus luxueux pour l'accompagner dans l'au-delà. Il commence la construction de son tombeau dès le début de son règne. Pour s'ancrer encore un peu plus dans la tradition et suivre le sillage de ses prédécesseurs, dont son modèle, Ramsès II, il le fait creuser dans la plus célèbre nécropole du monde, la Vallée des Rois. Ramsès III a construit un tombeau avec de nombreuses chambres secondaires. La construction de ce tombeau a représenté un travail considérable et reflète en partie son long règne de 32 ans. Un roi devait régner très longtemps pour avoir le temps de construire un tombeau aussi grand et de s'assurer que l'ensemble était peint, décoré et sculpté. Nos équipes ont eu l'autorisation exceptionnelle de pouvoir accompagner l'égyptologue américaine Meredith Brandt dans sa sépulture souterraine, l'une des plus belles et les mieux conservées de la Vallée des Rois. D'une longueur de 188 mètres, soit 2 fois la taille d'un terrain de football, elle est l'une des plus grandes de la nécropole. Ce magnifique tombeau de Ramsès III a été extrait de la roche dans la Vallée des Rois. Il a été sculpté, enduit et peint. Lorsqu'elle est explorée pour la première fois en 1768 par l'Écossais James Bruce, soit 28 siècles après sa construction, elle impressionne par la qualité de préservation de ses peintures et de ses bas-reliefs. Plus de 2 siècles plus tard, ce travail d'orfèvre est toujours aussi intact. Il faut dire qu'il a été réalisé par les meilleurs artistes et artisans du royaume, dans un but précis. Les ouvriers venaient ici tous les jours.
Il travaillait sur cette tombe afin de confectionner les chambres funéraires avec les plus belles décorations. Ainsi, cela préparait Ramsès III à avoir la vie après la mort qu'il souhaitait. Les anciens Égyptiens croient en la vie après la mort. Cet au-delà est une forme de paradis où il serait amené à renaître selon le mythe d'Osiris. Ancien roi assassiné dans un complot organisé par son frère, il est devenu l'un des dieux les plus vénérés du panthéon égyptien, le dieu des morts. Cette image montre le roi faisant des offrandes au dieu Osiris, qui était le dieu du monde souterrain. Il était donc très important pour le roi de lui faire des offrandes, car le pharaon voulait devenir comme Osiris dans l'au-delà. Pour les anciens rois égyptiens, il était primordial d'avoir une belle vie après la mort, de réussir le passage dans l'au-delà. C'était essentiel non seulement pour que leur esprit puisse jouir de l'au-delà, mais aussi pour assurer la continuité de l'Égypte. C'était considéré comme la clé de tout le fonctionnement du monde, de la cosmologie de la société de l'Égypte ancienne. Donc tous les Égyptiens souhaitaient que le roi ait cette vie après la mort. C'est investi de cette mission de la plus haute importance que les constructeurs de la tombe de Ramsès III travaillent tout au long de son règne. Un privilège sans commune mesure pour ses architectes, maçons, sculpteurs et peintres. La vallée des rois était un lieu sacré pour les anciens Égyptiens. Elle était très surveillée, interdite d'accès, c'était un lieu secret et elle n'était visitée que par les ouvriers de Der el-Médineh. Der el-Médineh, le village des constructeurs de tombes des rois et reines du nouvel empire égyptien. Meredith Brandt nous ouvre les portes de ce lieu historique ayant traversé l'épreuve du temps. Ici, c'est Der el-Médineh. Au Nouvel Empire, on l'appelait le lieu de la vérité. Les ouvriers vivaient dans cette ville avec leurs femmes et leurs enfants. Des familles entières vivaient donc ici. C'est un endroit très spécial pour l'égyptologie. Nous pouvons imaginer que ce lieu devait être rempli de voix d'enfants, de femmes et de gens qui parlaient, qui cuisinaient, qui faisaient du feu et du bruit. C'était vraiment un endroit très vivant, plein d'agitation. Jusqu'à ce qu'en février 1166 avant notre ère, ce lieu enchanteur change de visage. Il va être au cœur d'un tournant du règne de Ramsès III. Pendant qu'il est en train de faire des temples gigantesques et qu'il est en train de faire creuser sa tombe, eh bien, il va y avoir la première grève de l'histoire connue. Phénomène inédit dans l'histoire de l'Égypte antique, les constructeurs de tombes du pharaon arrêtent de travailler. La cause, ils ne sont plus payés. Mécontents, ils le font savoir auprès du scribe du chantier. C'est grâce à ces documents que le récit de ce conflit social est parvenu jusqu'à nous. Leur salaire, qui est constitué de nourriture, de sandales, de tissus, n'ont pas été versés. Et donc, ils viennent protester. On imagine que cette rue était remplie de voix bruyantes qui se plaignaient, criant « Qu'est-ce qui ne va pas avec ce roi ? Pourquoi n'avons-nous pas notre grain? Que se passe-t-il » Lors de la manifestation, les gens sont sortis de leur maison et ont afflué dans cette rue principale. Les hommes criaient, les femmes, les enfants, tout le monde faisait du bruit en quittant cette rue et en franchissant la porte derrière moi. Il semble que le bureau du vizir n'y ait pas prêté attention, qu'il n'ait pas effectué les paiements des salaires. Après 2 mois sans paiement, les ouvriers manifestent dans le temple du clergé d'Amon et celui de Ramsès III, en vain. Ce qui est le plus étonnant dans ces grèves, c'est que le roi n'était pas vraiment impliqué dans ce qui se passait. Il s'agissait essentiellement d'un problème lié à l'administration du temple mortuaire de Ramsès III et au bureau du vizir. Il semble qu'il n'y ait eu aucun message du roi adressé directement aux ouvriers à ce sujet. Il faut attendre plusieurs semaines de grève pour que le pharaon commence à se rendre compte de l'ampleur du conflit qui retarde la construction de sa tombe. Après 29 années de règne, Ramsès III a 61 ans. Il n'est plus l'homme vigoureux et fort qu'il était. Vieillissant, il sait que son heure est proche.
Si les ouvriers du tombeau poursuivaient leur grève, alors peut-être que ce tombeau n'aurait pas été achevé et prêt pour Ramsès III. Or, le roi avait besoin du tombeau pour accéder à l'au-delà. Et si le roi n'avait pas accès à l'au-delà, c'est toute la fonction cosmologique de l'Égypte ancienne qui se serait probablement effondrée. Seulement les ouvriers de Der el-Médine n'obtiennent pas satisfaction. Après de nombreuses semaines d'attente et de multiples manifestations, ils n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur arme de négociation massive pour persuader les autorités. On sent que la situation devient de plus en plus gravissime parce qu'ils expliquent que si jamais on ne leur verse pas leur salaire, ils vont aller tout simplement se servir dans les tombes royales. Les ouvriers sont les seuls à connaître l'emplacement précis de toutes les tombes royales de la vallée des rois et des richesses qu'elles contiennent. S'ils mettent à exécution leurs menaces et perturbent le sommeil éternel des pharaons défunts, c'est tout l'équilibre de la civilisation égyptienne qui peut être mis à mal. Le fléau des pillages existant depuis des siècles, cette menace doit être prise très au sérieux. À ce moment-là, au cours du règne de Ramsès III, c'est l'hécatombe, c'est terrible. Les gens commencent à piller les tombes royales. Les sépultures des grands pharaons du Nouvel Empire, tels que Ramsès II, Thoutmôsis Ier, Hatshepsut, Amenhotep III et tant d'autres, sont vidées de leurs trésors. Confronté à cette catastrophe, Ramsès III réagit enfin et coupe court à cette tragédie en payant les ouvriers. Si le pharaon n'avait pas accédé à la demande des grévistes, en fait, toutes les tombes auraient été encore plus pillées. On pressent derrière ce pouvoir royal qui s'effrite, cette Égypte qui perd de sa superbe. Si Ramsès III a dû affronter 3 grandes guerres et un conflit social, il est loin de s'imaginer qu'un nouvel ennemi bien plus dangereux rôde autour de lui. Sans le savoir, il est la cible d'un complot au sein même de son palais, au sein même de sa propre famille. On commence à sentir et à percevoir une sorte de délitement de cette famille royale qui était auparavant extrêmement unie. Comme beaucoup de pharaons, il avait plusieurs femmes et beaucoup d'enfants. Les femmes se bousculaient pour avoir la meilleure place, car elles voulaient que leur fils soit l'héritier du trône. Ramsès III a plusieurs reines et des concubines qui lui ont donné une dizaine d'enfants officiels. Ce qui est suffisant pour lui assurer une descendance et prolonger ainsi la 20e dynastie créée par son père. Seulement, il n'a pas fait les choses en bonne et due forme. Et là où Ramsès III n'a manifestement pas été très malin, c'est qu'il n'a pas choisi de grande épouse officielle. Et en ne choisissant pas une grande épouse, eh bien il va mettre plusieurs femmes en concurrence les unes avec les autres. Ces femmes sont les 3 reines principales de Ramsès III. Isis, Titi et Tiye. Chacune de ces 3 reines a donné naissance à un fils de Ramsès III. La reine Titi a accouché de son fils aîné, Ramsès IV. La reine Isis est la mère du prince Amoner-Khepchef. Enfin, la reine Tiye, celle du prince Pentahour. Être mère de pharaon, c'est tout simplement être la femme la plus puissante de l'Égypte antique. Donc toutes ces femmes, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent que leur fils devienne le pharaon. Le pharaon lui-même choisissait généralement son successeur, et ce n'était pas toujours son fils aîné. Il pouvait choisir en fonction de l'épouse qu'il préférait. Mais il y avait tellement d'enfants qui mouraient qu'il était difficile de savoir qui survivrait au père. Tout porte à croire que Ramsès III a choisi son fils aîné, Ramsès IV, pour lui succéder à sa mort. Le pharaon ne le sait pas, mais en choisissant un successeur, il s'est fait des ennemis inattendus. Des ennemis qui vont manigancer l'un des complots les plus célèbres de l'Antiquité. Il s'agit d'une grande conspiration et d'un événement bouleversant pour l'histoire de l'Égypte. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que nous avons des preuves textuelles complètes de tout ce qui s'est passé. Cette authentique tentative de coup d'État est relatée dans ce qui est considéré comme l'un des premiers documents judiciaires conservés de l'Égypte antique. Ce précieux papyrus se trouve au musée égyptien de Turin, en Italie. Le conservateur, Cédric Gobeil, nous livre les secrets de ce sésame, à la valeur inestimable.
Le papyrus judiciaire de Turin nous apprend que ce serait la seconde épouse royale, la reine Tilly, qui aurait donc fomenté cette conspiration afin de mettre sur le trône son fils à la place du prince héritier, celui qui était supposé lui succéder. Elle a fomenté un vaste complot pour tuer Ramsès III. Pour cela, elle a organisé un plan en 3 parties avec 3 groupes de personnes différents. Tout d'abord, elle a rallié à sa cause les femmes du harem. Le harem, c'est l'endroit de la cour du pharaon où vivent toutes ses épouses, concubines et enfants. Lorsque les gens utilisent le mot harem, ils ont tendance à en avoir une vision très orientaliste. Celle que l'on voit dans les peintures, où les femmes sont séquestrées et allongées sur des coussins, mangeant des mets sucrés et fumant le narguilé. Mais en réalité, le harem était le palais familial. Le harem, c'est une zone du palais qui est réservée aux femmes. Les enfants y sont élevés, le pharaon y vient quand il veut, mais les femmes vivent là tout de même au service de leur souverain. Il s'agissait aussi d'un espace de travail. Mais bien sûr, là comme ailleurs, il était possible d'organiser une conspiration. Pour convaincre son monde, la reine Tilly a un argument de poids. Si son fils Pentaour devient pharaon d'Égypte à la mort de Ramsès III, celles et ceux qui l'auront aidé à planifier l'assassinat du roi seront récompensés. Elle obtient ainsi l'appui de personnes proches des membres du harem et notamment des sujets de confiance du pharaon. Tilly va réussir à rapprocher autour d'elle tout le gratin du palais royal. Ça veut dire qu'elle va avoir auprès d'elle des chanceliers, les scribes de la chambre du roi, donc les secrétaires particuliers. Enfin, la reine machiavélique va obtenir les faveurs de généraux de l'armée de Ramsès III, ainsi que des prêtres au pouvoir magique, capitaux pour mener le projet à bien. C'est quelque chose d'énorme qui a dépassé le seuil, les limites du seul palais royal. On n'aurait jamais pu imaginer que autant de proches, autant de gens de l'appareil judiciaire ou administratif se tournent contre Ramsès III. Ces 3 groupes ont décidé d'attendre une grande fête qui a lieu à Thèbes. Ils ont attendu que Ramsès III se trouve à Médine Abou et ils sont venus le tuer dans la nuit. Nous sommes en 1153 avant notre ère. Vieillissant, Ramsès III s'affaiblit de jour en jour à cause de problèmes de santé de plus en plus présents. Lorsqu'il pénètre dans son temple de Médine Abou, Ramsès III est approché par les prêtres missionnés par la reine Tilly. Il ne se doute de rien. Il ne faut pas oublier que Ramsès III, comme tous les pharaons, est un dieu. Et pour s'attaquer à lui, il faut d'abord le faire de manière magique, en annihilant toutes les forces de protection qu'il a autour de lui. Et donc les conjurés vont aller chercher des formules magiques dans un temple pendant une grande fête et vont faire de la magie noire contre Ramsès III. On sait que des figurines de cire vont être mises à l'intérieur du palais pour pouvoir faire une série de gestes pour faire en sorte que le roi meure. Donc ça, c'est un crime de lèse-majesté absolument terrible. Sauf que bien évidemment, ça va pas très bien marcher et qu'il va donc falloir passer à l'offensive de manière plus concrète. Ramsès III se serait ensuite rendu dans son harem. Si l'on en croit le papyrus judiciaire de Turin, c'est là qu'il aurait été attaqué. On lui saute dessus, c'est probablement l'un de ses majordomes qui était membre du complot. Il l'attrape par derrière et il lui ouvre la gorge d'un geste si violent qu'il a la gorge déchirée jusqu'à la colonne vertébrale. Puis il y a manifestement une deuxième attaque de face, vu qu'un de ses doigts de pied a été coupé, c'est peut-être l'une de ses épouses qui lui a sauté dessus en même temps. Donc le pauvre Ramsès III meurt dans un bain de sang. J'aime autant vous dire que ça passe pas inaperçu. C'est ainsi que le pharaon Ramsès III, le sauveur du royaume d'Égypte grâce à ses victoires contre les Libyens et les peuples de la mer, meurt assassiné par des membres de sa propre famille. La reine Tilly a parfaitement mené son plan à exécution, mais tout ne va pas se dérouler comme prévu. La conspiration du harem a été un demi-succès, puisqu'ils ont tué le roi, bien sûr, mais ça a été aussi un remarquable échec. Tous les conspirateurs ont été arrêtés, ceux qui conspiraient activement, mais aussi ceux qui savaient et qui n'ont rien dit. Pour la reine Tilly et le prince Pentaour, l'échec est total.
Ramsès IV, le fils aîné de Ramsès III, monte sur le trône. Et il est déterminé à faire la lumière sur l'assassinat de son père. Ramsès IV va piloter, en quelque sorte, le fameux procès de ce complot du harem. Nous avons les heures du procès, on a les interrogatoires, on voit tous les éléments qui ont été mis en place. Une vingtaine de personnes comparaient devant la justice de Pharaon. Les juges doivent déterminer le rôle de chacun dans ce qui est devenu le plus grand scandale politique de l'histoire de la civilisation égyptienne. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'un pharaon se fait assassiner dans l'exercice de ses fonctions. Au Moyen Empire, soit 500 ans plus tôt, le roi Amenemhat Ier est vraisemblablement assassiné dans les mêmes conditions à la suite d'une conspiration dans son palais. Vous avez Amenemhat Ier qui aurait été trahi par son harem, sa garde rapprochée. L'histoire nous dit c'est durant la nuit, donc vraiment un moment où les crimes sont les plus commis. C'est à peu près le même scénario qui semble s'être joué contre Ramsès III, un demi-millénaire plus tard. Lui aussi a été trahi par son cercle proche, mais pas seulement. Lorsqu'on regarde les titres de fonctions qui sont énumérés, on a des échansons, des chambellans, des directeurs du harem, des directeurs de la cour du roi, quelques scribes, tous des gens qui sont très haut placés, qui étaient à la tête même du harem, donc du fonctionnement de la cour intérieure, de la cour intime du pharaon, ce qui montre que le crime était d'autant plus grave qu'il s'agit des gens qui avaient donc la pleine confiance du pharaon. Ils doivent répondre de l'assassinat du grand Ramsès III. Mais le procès commence mal. Un terrible fléau vient gangréner ce qui doit être une audience exemplaire. Il y aurait eu une tentative de corruption. Un des juges aurait tenté de prendre avec lui d'autres membres de la commission et de les amener voir des femmes, donc certainement des prostituées. Et l'un d'entre eux a dénoncé ceux qui sont allés voir les prostituées. Pour quelle raison l'a-t-il fait? Souhaitait-il parvenir à l'acquittement des conjurés? C'est fort possible. Toujours est-il que cette manœuvre n'est pas du goût de Ramsès IV. Conséquence, le juge et les membres de la commission se retrouvent sur le banc des accusés. En totalité, 28 personnes seront reconnues coupables de l'assassinat de Ramsès III. Elles vont connaître des peines à la hauteur de leur implication dans le meurtre du pharaon. Il y a donc eu 3 châtiments différents. Certains, ceux qui étaient les chefs de la conspiration, ont été exécutés. D'autres ont été forcés à se suicider. Enfin, un 3e groupe a été battu et mutilé, le nez et les oreilles coupés. Toutes les personnes impliquées ont donc été mises à mort ou forcées à se suicider. La majorité des conjurés est condamnée à la damnatio memoriae. C'est-à-dire que leurs noms sont changés et rayés des registres de l'histoire, les bannissant de toute résurrection possible dans l'au-delà, le paradis des anciens Égyptiens. Si votre nom est effacé de l'histoire, il ne peut pas être évoqué et vous ne pouvez pas recevoir d'offrande ou de bénédiction dans l'au-delà. C'est une des grandes condamnations évoquées dans ce papyrus. Quant à la reine Tilly, le papyrus judiciaire reste muet. Le sort de la reine Tilly n'est pas mentionné dans ce papyrus. On ignore donc si elle a été exécutée, si elle a été mise à mort ou si elle a été ostracisée, mise en exil. On l'ignore. Et les autres sources documentaires que nous avons en possession ne nous permettent pas de savoir ce qui est arrivé à cette reine. Cependant, le papyrus de Turin se révèle plus précis sur la sentence infligée à son fils, Pentahour. Il s'avère que Pentahour, qui aurait dû profiter de ce complot, puisqu'il est quand même au cœur de tout ça, va être condamné à se suicider. Ce qui est quand même une marque d'estime pour lui, parce qu'on lui laisse encore un tout petit peu de dignité dans sa mort. On ne pouvait pas le tuer parce que c'était un fils royal, et donc il avait le sang divin en lui. Et c'est probablement cette momie très très étrange qui a été retrouvée dans la cachette de Der el-Bahri et qu'on a surnommée l'inconnu E. Lorsque les bergers ont découvert la cachette de Der el-Bahri en 1870, ils ont non seulement trouvé la momie de Ramsès III et d'autres grands pharaons dissimulés là à la suite de pillages dans la vallée des rois, mais ils ont aussi trouvé cette relique singulière. Le personnage n'a pas été momifié et il a même été enroulé dans une peau de chèvre. C'est considéré comme étant partie vraiment impure chez les Égyptiens. Donc,
On a vraiment voulu marquer quelque chose d'inférieur sur cette momie. Et il avait les pieds et les mains liés. Et on a cette extension de cou avec cette bouche ouverte, comme s'il était mort dans un cri. Et toutes les radiographies montrent que manifestement, il est mort soit étranglé, soit peut-être pendu. Les dernières analyses ADN permettent de penser qu'il s'agit bien du corps de Pentahour. Celui qui devait détrôner son père s'est finalement retrouvé à ses côtés pendant plus de 3 millénaires dans une tombe de fortune de Der el-Bahari. Si le cadavre du fils n'a pas reçu les honneurs d'une momification lui permettant d'accéder à l'éternité, le corps du père a été honoré et soigné par les embaumeurs. Les embaumeurs ont vu ce qui était arrivé au roi. Ils ont essayé de surmonter ce problème en plaçant des amulettes et ils ont choisi l'œil d'Horus en raison de son pouvoir de guérison. Ils ont placé l'œil d'Horus juste devant la plaie du cou. Et ils ont aussi disposé 6 amulettes aux 2 pieds du roi. Sans la découverte de sa momie et du papyrus judiciaire de Turin, la fin tragique de Ramsès III n'aurait jamais pu parvenir à notre connaissance. Ces monuments ont, quant à eux, fait perdurer la mémoire de ce pharaon pas comme les autres, qui a contribué à la grandeur de l'Égypte antique à une période où elle était en proie au doute. Ramsès III a vécu à une époque très compliquée et a fait de son mieux pour l'Égypte. Il a été le dernier grand souverain du Nouvel Empire. Après lui, il y a eu un lent déclin, puis la fin de cette grande époque qu'est le Nouvel Empire. Même si on aura par la suite des périodes extrêmement brillantes, on sent que ce grand âge d'or, où vraiment l'Égypte était au plus loin dans ses frontières, finalement n'est plus ce qu'elle était. Elle restera un magnifique souvenir, une image d'apogée, où d'ailleurs on aura toujours cette référence à ces anciens rois, mais on n'arrivera plus à un tel niveau. Ramsès III et Cléopâtre voulaient marquer leur époque. Ils auront finalement traversé les siècles pour devenir immortels dans l'histoire du monde.